Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, c'est Léa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et plutôt un nouvel échange avec une entrepreneure du bien-être. J'ai invité Lara Istel Barontini, experte et formatrice en relaxation au travail depuis de nombreuses années. Elle est également autrice de nombreux ouvrages et créatrice de contenu. Elle a énormément de casquettes en plus, vous verrez dans l'épisode. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Elle fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspirée dans le développement de Coplénie et aussi dans ma vie entrepreneuriale et personnelle, je vous l'avoue. Alors, on a parlé de son parcours et plus précisément de son burn-out, de comment elle a fait de cette épreuve une force pour rebondir ensuite. On a également échangé sur le pourquoi entrepreneurial, question existentielle et la plus importante lorsque tu décides de devenir entrepreneur du bien-être, et de comment trouver ce fameux why dont tout le monde vous parle. Lara donne énormément de conseils pour vous aider dans votre cheminement entrepreneurial. Donc écoutez attentivement cet épisode. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver beaucoup de conseils et d'astuces sur les réseaux sociaux de Coplénie, mais aussi sur notre site coplénie.fr. Allez, je vous laisse à notre conversation. Préparez-vous, ça déménage. Salut Lara. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va bien. Et allez, petit coin météo intérieur. Là, on fait l'interview un petit peu avant le week-end. Et hâte d'avoir un vrai week-end. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, je crois qu'il y a une infographie sur Vie ma vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse avec des grands 8 émotionnels, un petit peu comme ça, là, des up and down. Et les up and down, ça peut être, je trouve ça très intéressant et challengeant, mais un peu usant. Alors, je sais pas si c'est la quarantaine passée. Non, c'est juste Mais l'entrepreneuriat. voilà, un petit peu. Ben voilà. Ouais. J'ai pas eu de week-end. En tout cas, j'ai bossé, que ce soit salarié ou en étant à mon compte, beaucoup les week-ends. Et là, ça fait 2 ans où j'ai pratiquement tous les week-ends et où j'apprécie et où j'ai besoin de ces week-ends. Voilà. Ouais, d'accord. Bah justement, vu que tu parles de ça, on va s'intéresser à toi, Lara, aujourd'hui, dans cet épisode et à ton parcours. Et justement, est-ce que tu nous racontes cette vie à 1000 à l'heure d'entrepreneur que tu as ? Parce que, en fait, Lara, pour la petite histoire, moi, je l'ai rencontrée au tout début de Coplénie. Je la démarchais, en fait. Et en fait, on s'est un peu liés d'amitié en dehors de tout, puisqu'elle avait absolument pas besoin de moi. Elle se débrouillait très très bien toute seule. Et non, mais franchement, c'est vrai, tu vois. Non, mais dis-le, Lara, tu peux être honnête. En tout cas, elle avait pas besoin de moi à ce moment-là précisément. Mais du coup, on s'est donné des contacts. Elle m'a aidée aussi dans Coplénie. Enfin voilà, on s'est liés d'amitié. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie d'inviter Lara sur mon épisode du jour. Merci. Petite confidence perso, j'ai 2 de mes meilleurs amis qui m'appellent le petit robot. Voilà, elle me demande quand est-ce que le robot s'éteint de temps en temps. Donc voilà, c'était pour répondre. Alors, sur le fait de ne pas avoir besoin de toi, mais en fait, peut-être que si. Donc voilà. Beaucoup de mal à déléguer et un peu contrôle fric, c'est ça ? On dit ça comme ça ? Je crois que c'est ça. Ouais. Alors justement, Lara, est-ce que tu peux te présenter ? Raconte-nous un peu ta vie. Ma vie, oula, on en a pour quelques heures. Non, je plaisante. Je m'appelle Lara, j'ai 40 ans. J'habite maintenant à côté de Bordeaux, en pleine forêt depuis 2 ans. Après 15 ans de bons et loyaux services en région parisienne. Voilà. J'ai envie de dire, pour me présenter, je suis d'abord une humaine, une humaine faite de chair et de sang. Voilà, parce que j'avais pas forcément conscience avant. Et on va dire, allez, pour la faire courte, que j'ai un parcours qui va
d'une apprentie égyptologue, puisque j'ai pas fini mon doctorat en archéologie. Voilà, avec un petit passage dans la traduction des hiéroglyphes, jusqu'à eh bien être retail manager pour pour 2 marques de prêt-à-porter de luxe, avec un beau burn-out, eh bien il y a un peu plus de 10 ans, et également une procédure de harcèlement moral contre moi par mes plus proches collaborateurs à l'époque, voilà, qui sont attaqués à la Wonder Manager que je pensais être, voilà, et une bonne claque voilà, je pense, qui m'a fait très mal à l'époque, et finalement dont je suis reconnaissante en fait, parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et oui, où on reproduisait à l'époque, et je pense encore aujourd'hui dans certaines boîtes, des schémas de management tout sauf bienveillants, puisqu'on a la culture de l'indice de progression à 1, 2, 3 chiffres, voilà, qui était le seul indicateur. Pas du tout. Le mot QVT, qualité de vie au travail, etc., bien-être au travail, n'existait pas. J'ai fait le grand écart. Du coup, je me suis occupée j'ai dirigé une galerie d'art contemporain dans le 6e arrondissement. Attends. Moi, Tu je veux vais quand même rembobiner parce que il y a quand même 2 informations clés. J'entends déjà, et moi, je le savais même pas. Pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'elle déchiffrait les hiéroglyphes. Non, mais est-ce qu'on peut revenir sur cette information? Genre, il y a à peu près une personne sur 1 million qui fait ce métier. C'est quand même insolite. Alors oui, alors moi j'ai fait des études scientifiques. C'est mon cursus. Je suis une scientifique à la base, hein. J'ai fait mes études pour être égyptologue. Je suis pas allée au bout de mon doctorat. J'ai pas eu ma bourse de recherche pour à l'époque, c'était première année de doctorat, et mon directeur de thèse voulait absolument que je passe un diplôme d'enseignement, l'agrégation, etc. Et moi, j'ai jamais voulu enseigner. Franchement, je l'ai même pas préparé, c'est pas bien. Du coup, je suis pas allée au bout de mon doctorat, voilà. Et j'étais spécialisée sur l'Égypte ptolémaïque. Alors, l'Égypte ptolémaïque, c'est 3e avant Jésus-Christ, 1er après Jésus-Christ. C'est la période où l'Égypte, elle devient une province grecque. C'est la période où il y a notre fameuse Cléopâtre. C'est la Cléopâtre 7. C'est la 7e du nom dans la dynastie. Et c'est le moment, en fait, où l'Égypte un petit peu ancienne qu'on connaît tous et toutes, et qui est vulgarisée partout dans les médias, livres, etc., sans citer de nom de romanciers qui vulgarisent cela, très bien ou très mal d'ailleurs. Après, l'important, c'est d'être embarqué dans l'histoire. Et c'est cette période où, en fait, on est venu mélanger toutes les civilisations, que ce soit la grecque, la nubienne, l'égyptienne. Et du coup, après, l'Égypte devient province romaine. Et moi, je travaillais sur... Alors, accrochez-vous. Les relations entre frères et sœurs sous la dynastie Lagide. Donc, Lagide, c'est cette dynastie après Alexandre le Grand, donc on va dire 3e avant Jésus-Christ, 1er après. Et je déchiffrais en hiéroglyphes, en grec, latin, hiératique et démotique, qui sont des versions des hiéroglyphes tardifs. C'est-à-dire, le hiéroglyphe, si vous voulez, c'est un peu comme notre écriture capitale d'imprimerie. Et il va y avoir des écritures déliées. Dire, Léa, toi, tu écris peut-être très bien les déliés. Moi, par exemple, j'ai une écriture de doctorante. J'écris très, très mal. Et du coup, indéchiffrable, eh bien, ce sont ces écritures déliées tardives. C'est du hiéroglyphe un petit peu plus manuscrit, si vous voulez. Le hiératique et le démotique, qui devient après l'arabe qu'on connaît. Voilà. Oui, t'as essayé de faire court. J'ai essayé. Donc je travaillais, en fait, j'ai chiffré ça pour travailler un petit peu sur les relations entre frères et sœurs, et pour voir si c'était des vrais mariages ou simplement des mariages qui légitimaient le fait qu'ils se réclament pharaon et de l'ancienne Égypte. J'ai essayé de réduire ma thèse en une phrase. Voilà. Bravo. Mais il y a un truc clé, c'est que t'étais déjà dans l'humain, dans le social. Relation, enfin, je veux dire, c'est pas sorti de nulle part qu'aujourd'hui, bon, elle a pas fini son parcours, hein, donc on va continuer. Mais c'est quand même pas anodin. Il y a quand même des clés là-dedans, des clés de lecture, disons. Quand on essaye de savoir qui tu es, il y a une histoire qui se crée quand même. Du hiéroglyphe au sanskrit. Le sanskrit étant la langue, en fait, utilisée dans les textes fondateurs comme les Yoga Sutras de Patanjali, etc. En yoga, mais complètement, je suis une dingue de grammaire et de lettres anciennes, en tout cas, de langue. C'est assez facile pour moi, et intrinsèquement, voilà, facile. Et c'est vrai qu'il y a une recherche aussi, je pense, par rapport à mes ancêtres, puisque du coup, moi, ma maman est française et mon père est né en Tunisie. Et j'ai des ancêtres, du coup, grecs, égyptiens, du coup, et italiens.
Donc c'est un bon mélange. Et je pense qu'il y a une recherche d'ancrage, d'accord, qui est toujours en cours d'ailleurs avec le yoga. Le lien, parce que je le trouve à peu près maintenant. Il y Ça a a un mis du peu, temps. il y a un peu de psychogénéalogie aussi. Complète. Je suis pas allée jusque là encore, mais oui, complète. Oui, je Il y a des pense. praticiennes qui font ce métier-là, Oui, non, mais psychogénéalogie. voilà, je sais que ça, voilà, j'ai assisté à des conférences, il y a des gens qui font ça très bien et ça a pas mal résonné. Et je pense que quand ce sera le moment, je pense, chercher quelques clés ou en tout cas apprendre. Oui, écoute, tout à fait. Je reviens du coup sur ton burn-out, puisque Oui, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de professionnels du bien-être, d'entrepreneurs du oui. bien-être que nous, on a pu accompagner ou qu'on côtoie. Moi, je Mhm. côtoie à titre perso ou toi aussi, qui ont fait des burn-out, comme si ce burn-out avait été une espèce de clé d'ouverture pour la suite de leur histoire professionnelle ou Mhm. personnelle. Toi, justement, ce burn-out, qu'est-ce qui l'a déclenché et comment tu as pu cheminer vers ton métier actuel qui est prof de yoga et bien d'autres choses? Ah On oui. a toujours pas dit ce que tu faisais, hein. Ah, oula, oui, une je crois, le MacGyver de la santé et du mieux-être au travail. J'ai un chroniqueur radio qui a trouvé une espèce voilà, je trouvais que c'était pas mal, ça résumait à peu près ce que je faisais. C'est Arnaud Collery qui a sorti son bouquin, son deuxième bouquin, qui a trouvé ça, je trouvais ça très intéressant. Oui, du coup, j'ai perdu ta question, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Oui, qu'est-ce qui m'a fait cheminer du burn-out? Le burn-out, oui, bah, moi, j'étais la Wonder Manager, c'est-à-dire que j'ai abandonné, j'ai lâché des études qui me passionnaient et voilà, mais où finalement je m'emmerdais clairement dans les sous-sols de la BNF ou à traduire des papiers toute seule, alors que moi, mon kiff, c'est d'aller fouiller avec mon petit pinceau à quatre pattes à 4 heures du matin parce que ça tape trop avec le soleil pour être en plein cagnard et avec ma brosse à dents et mon pinceau et ma truelle, voilà, plutôt que dans des bibliothèques. Mais voilà, c'est comme ça. Le burn-out, je pense que c'est un point d'arrêt. Un point d'arrêt, burn, c'est brûler et je pense que c'est un point d'arrêt mental et physique et émotionnel où en fait, c'est comme l'écran d'ordinateur qui s'éteint parce qu'il est en surchauffe. C'est un réflexe de survie, je pense. Moi, c'était le corps. J'allais chez l'ostéopathe tous les 2 jours. Et au bout d'un moment, être dans le trop, se perdre, plus savoir quel est le sens. Enfin, je pense que c'est un gloubi-boulga, tu m'excuseras le mot. Je trouve que voilà. Et plutôt alors sur le moment, c'est très compliqué. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans et honnêtement, je pense que je suis remise à 99,5%. Tu vois, pas complètement quand on me dit comment on fait, mais ça prend du temps de se reconstruire physiquement, voilà, de savoir pourquoi on se reconstruit. On va parler du why, de savoir aussi vers quoi on veut aller, parce qu'on va se planter, hein, et c'est ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Ouais, je pense que c'est un point d'arrêt qui peut être nécessaire, en tout cas je parle pour moi, et qui a été salvateur, où en fait j'allais dans une vie parisienne très très basée sur l'apparence, et j'allais complètement à l'inverse de mes valeurs, j'allais dire dans lesquelles j'ai été éduquée. Moi, j'ai grandi à la campagne, de parents autodidactes qui ont monté plusieurs boîtes, qui avaient leur cabinet et leur bureau à la maison. Donc voilà, ce côté aussi proche de la nature. J'ai une maman voilà, j'ai grandi avec les huiles essentielles et travaillé pour un exportateur d'huiles essentielles qui fournit Melvita, Dr Oshka. Donc c'était un peu le tout début. Donc on nous prenait un peu pour des barjots à l'époque en huile essentielle, si on prenait pas d'antibio pour les gamins en tout cas. Mais ouais, le burn-out, je pense que c'est ça, c'est vraiment je vais dire une chance. Alors pour ceux qui sont en cours de burn-out, j'entends que vous n'allez pas comprendre ou c'est pas compréhensible d'ailleurs, mais c'est une chance, mais ça demande du temps. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Si, ça répond un peu à ma question, mais du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi il y a autant de personnes, enfin, souvent, j'en Mhm. parle beaucoup avec les praticiens et les praticiennes, pourquoi il y a autant de personnes qui, suite à un burn-out, se reconvertissent dans les métiers du bien-être? Bon, j'ai des éléments de réponse, mais j'aimerais bien t'entendre sur cette question pour toi. Oui, oui. Moi, je me suis pas tout de suite reconvertie dans le bien-être. J'ai pris un job alimentaire, c'est-à-dire que je suis passée de la Wonder Manager. Enfin, du coup, j'ai dirigé une galerie d'art, mais je repartais dans les mêmes, dans le burn-out 2, quoi. Vraiment, je l'ai senti. Et j'ai démissionné. Bon, ils voulaient pas que je parte, mais c'est moi qui suis partie. Et j'ai pris un job alimentaire au SMIC parce que je savais pas. Je savais plus. J'étais allée faire un séjour dans un monastère et tout. Et en fait, je ne savais pas. Donc, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à faire de la sophro à l'époque.
j'ai commencé à me former parce que déjà, je suis une boulimique de connaissances à la base, donc j'avais envie de décortiquer ça. Et pourquoi j'ai envie de dire, on se reconvertit peut-être au départ où on a envie vers quelque chose dans le bien-être parce qu'on est allé vers ça et que ça nous a fait un peu de bien. Et à un moment où c'est comme ça, tu vois, j'ai pas trop réfléchi, mais je te réponds comme ça, là, avec intuition. Je vais pas bien. Il y a peut-être la sophro, la méditation ou toutes les techniques, voilà, qui me font du bien à ce moment-là. Je sais plus, je suis paumée, j'ai vraiment plus de repères, je suis brûlée. Enfin, burn, c'est vraiment, je suis brûlée. Donc, je vais vers je vais vers vraiment ce qui me fait du bien aujourd'hui. Et pourquoi pas me reconvertir vers ce qui me fait du bien. Ça veut pas dire que j'en ferai forcément mon métier. Pour moi, c'était pas forcément l'objectif à la base. En tout cas, moi. Voilà. Et puis, ça ne veut pas dire aussi que tout le monde peut en faire son métier. Parce qu'entre se former et avoir une posture de thérapeute, quand on fait du B2C, donc de la séance particulier, en libéral, et également du B2B, donc des séances ou des ateliers, des formations d'entreprise, il y a également cette posture de professionnel. C'est-à-dire, vraiment, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je sors de burn-out. Est-ce que je suis en capacité d'accompagner quelqu'un qui est en burn-out en face? Même si j'ai fait ma formation, ça peut être la meilleure formation du monde, c'est pas le sujet. Ça demande du temps d'avoir cette posture. Vous connaissez très bien la métaphore du puits, c'est-à-dire je peux être en empathie, mais je suis pas en sympathie. Donc si on reprend là, c'est la nana férue de lettres classiques derrière. Mais sympathie, je saute pas avec, c'est-à-dire il est dans le puits, il ou elle, je vais lui lancer une corde pour l'aider à remonter. Je suis en empathie en tant que professionnel, particulier ou entreprise. Je lui lance une corde, mais je saute pas dans le puits avec. C'est à quel moment je suis en capacité d'avoir cette posture. Et peu importe l'objet de la reconversion, ça demande, après la formation, je pense quand même un peu de digestion et de la pratique, mais vraiment, j'insiste là-dessus, et de l'expérience. Ça répond à ta question. je sais Ça répond très bien à ma question. Oui. J'ai 12 milliards de questions parce que Vas-y, on a assez OK. le sujet du burn-out et le sujet de la reconversion suite à un burn-out, que ce soit dans le bien-être ou pas, c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de société. Donc, j'ai 1000 questions qui arrivent et on pourrait en parler des heures. Donc, je vais essayer d'être concise dans mes questions. C'est pas mon fort d'être concise, donc c'est OK. En tout cas, essayons d'intéresser. Oui, ouais, exactement. D'intéresser les personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est clair. Du coup, effectivement, à ce moment-là, toi, tu te dis, voilà, je prends un job alimentaire. Comment tu t'es dit, je vais aider les autres? Quel a été le pont entre les deux? En fait, j'ai commencé à me former. La première des formations, ça a été en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise et doin, donc automassage, 3 ans avec Michel Odoul. Donc, j'ai tapé dans le japonais à l'ancienne. Donc, voilà. Il faut savoir que ceux ou celles qui comprennent, c'est-à-dire que moi, je suis un bon, feu, bois, et Michel Odoul et métal. Donc, ça fait des étincelles en éléments. En tout cas, médecine traditionnelle chinoise, mais très intéressant. Et j'ai commencé en parallèle aussi à me former avec Aliota en sophro. Et en fait, j'ai eu l'opportunité. En fait, il y avait un cabinet. Je m'occupais en fait d'une boutique de déco, vêtements, petite boutique, un petit village des Yvelines, côté d'où j'habitais. Et j'avais pris un 3/4. Du coup, ça me faisait un SMIC, un 3/4 temps, en fait, pour pouvoir justement me former. Et j'ai eu l'opportunité de prendre un petit cabinet dans un centre de bien-être qui était à 5 minutes du village. Donc, voilà, je crois qu'il existe encore. Et du coup, elle m'a fait un super prix, la propriétaire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je prends pas beaucoup de risques, en fait. Je crois que le loyer, je crois, pour pour une moitié j'allais dire de semaine, je crois que c'était 150 € à l'époque. Donc, c'était très, très intéressant. Si tu veux, je prenais pas beaucoup de risques. J'ai commencé à faire des séances, B2C, donc particulier. Ça a commencé comme ça. Voilà. Dire qu'on m'a proposé. Je suis pas forcément démarchée. Donc c'est venu. J'ai partagé pas mal de lieux sur Paris et tout. Et je crois que c'est dans le 15e, quand je suis dans le 15e, où j'avais énormément de militaires femmes. Et justement, moi qui suis un peu éponge, être entre quatre murs toute la journée et entendre des problématiques. Surtout, par exemple, je pense, les militaires, que ce soit hommes ou femmes, vos supérieurs ont accès à votre dossier médical. Dans le privé, normalement,
vos supérieurs hiérarchiques n'ont pas accès à votre dossier médical, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de garder pour vous, et ça fait partie du secret médical. Sauf que là, pour des raisons de sûreté, et voilà. Sauf que si vous avez un manager pas forcément bienveillant qui a accès à des données un peu sensibles sur vous, en termes de médical, etc. Enfin bref, on va dire des problématiques très compliquées. Et en fait, je me suis aperçue que le B2C, le client particulier, n'était pas forcément quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise. Voilà. J'ai fait une digression. D'accord. Mais du coup, pour répondre à Ouais. la question que je te posais, c'est quel a été le pont pour que tu te dises, je m'intéresse aux autres et c'est les autres qui vont constituer mon activité entrepreneuriale, en fait, mon activité professionnelle. Alors, je crois que je me suis Quand jamais tu posé. t'es dit, je Ouais. vais devenir prof de yoga, écrire des bouquins, être en Ah, QVT. c'était le côté, ouais, c'est plutôt le côté activité libérale, parce que mes parents ont construit plusieurs business. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui se sont pété la figure. Hein. Et ils avaient leur bureau à la maison, dans un petit village à Drôme-Provençal complètement perdu. Et à l'époque, ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui du télétravail, puisqu'ils bossaient avec ordi. Bon, j'ai eu un ordi depuis que je suis petite. Hein. J'ai 40 ans, faites le calcul. Parmi les premiers ordinateurs à la maison. Et ils travaillaient déjà avec le fax. Donc à l'époque, c'était un moyen de télétravailler, clairement. Ouais, l'activité libérale, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Donc pour moi, c'était tellement évident, en tout cas sous ce format-là. À ce moment-là, du coup, j'ai basculé vraiment sur une offre B2B, c'est-à-dire vraiment entreprise. Pourquoi Eh bien, parce que j'en ai souffert, moi. C'est-à-dire que en tant que jeune manager junior, et j'ai fait souffrir aussi mes équipes à l'époque parce que je n'avais absolument aucun outil, aucune méthode, à part les indicateurs, les fameux KPI sur le chiffre et les indices de progression, le reste, bien-être au travail, turnover, à la rigueur, c'est un coût, mais c'était absolument pas une donnée, quelque chose d'important pour la marque employeur, etc. Tout ce qui peut l'être aujourd'hui. Et du coup, j'ai vraiment basculé en B2B. Et bien là, comment dire, j'ai envie de dire, ça s'est ouvert. Pourquoi Parce qu'à la fois, je proposais une solution, bien, peut-être qu'à l'époque, moi, j'avais pas trouvé, Mhm. voilà, qui n'existait pas, c'est-à-dire que le mot qualité de vie au travail ou maintenant QVCT, ils l'ont transformé, mais j'ai pas réussi à retenir le deuxième acronyme. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire à un moment, c'est proposer. Pourquoi le pourquoi, c'est proposer quelque chose que j'aurais aimé avoir, des clés de compréhension, des outils, avec une démarche laïque, accessible, facile, réutilisable dans son quotidien et surtout prise de conscience finalement que y a besoin juste d'avoir un corps et de respirer pour pouvoir le faire. C'est-à-dire on peut être en fauteuil, avoir un handicap physique, psychique, peu importe. L'idée, ce sont des outils adaptés au monde du travail et de l'entreprise. Ça a vraiment été un moment, oui, je pense, assez lumineux. Enfin, je veux dire, ça s'est posé. Alors moi, j'ai envie qu'on se parle aussi du pourquoi. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, hein, le pourquoi on décide de travailler à rendre mieux les autres, ce fameux why. Et toi, tu vois aussi autour de toi des gens qui ont envie de donner, qui ont envie de transmettre du bien-être et du mieux-être aux autres personnes. Donc voilà, donc t'as envie tu vois des gens autour de toi qui aussi ont envie de transmettre. Mhm. Moi, j'ai envie de savoir, Lara, après tout ce parcours, tout ce cheminement vers un nouvel équilibre de vie, vers quelque chose qui, toi, t'apporte aussi du bien-être, qui, toi, te permet aujourd'hui d'être sortie à 99,5% de ce burn-out. Tu es devenue une véritable entrepreneur du bien-être. Et ça, tu expliques aussi par toutes les étapes que tu as pu vivre et les expériences que tu as pu connaître avant, dans ta vie d'avant. Donc ce burn-out, les hiéroglyphes, on va pas résumer, mais des parents aussi, tu me faisais la confidence en off que tes parents étaient dans les professions libérales depuis toujours, donc tu avais toujours eu cet aspect d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu es devenu entrepreneur du bien-être? Quel a été ton pourquoi, en fait? Depuis petite, je sais pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'en général, je les fais à 200% jusqu'à m'épuiser, mais vraiment m'épuiser. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et l'idée, en tout cas, en étant à mon compte, c'est de pouvoir arriver
eh bien, ne serait-ce qu'avec mon cycle de femme, déjà, parce qu'on a une période, voilà, dans le mois où on est, on va dire, dans l'action de J1, je vais parler cycle, mais de J1 à J14, hein, je schématise. On est grâce à ces hormones-là, on a cette capacité, les femmes, à être dans l'action, dans le faire. On va dire de J17, 18 jusqu'à la fin du mois, on est plutôt sur une période digne, donc on est plutôt sur, en général, je fais des to-do list que je ferai le mois suivant en liste. Voilà, l'homme, alors je schématise, pardon s'il y a des messieurs qui m'écoutent, mais ils vont avoir un taux de testostérone le matin en se levant et qui diminue au fil de la journée. Nous, c'est sur un mois. Donc en fait, plutôt que de me battre contre moi-même en tant que femme, l'idée c'était de pouvoir avoir une activité que je puisse adapter à mon énergie, en prenant en compte aussi également que je suis une femme et que c'est une force. Cette cyclicité-là, je trouve que c'est important. Et du coup, le pourquoi, c'est vraiment de pouvoir montrer que c'est simple finalement, que c'est naturel, qu'on fait des choses inconsciemment. Les retours que j'ai aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou distanciel, c'est « Ah mais oui, Lara, il y a des trucs que je fais déjà inconsciemment. » Oui, simplement, on n'y fait plus attention. On est tellement happé dans cette vitesse, l'instantanéité, qu'on n'est même plus à l'écoute. Je pense à ce matin, pour un grand groupe, je donnais une formation sur la fatigue visuelle. Comment prévenir la fatigue visuelle au cours de la journée. C'est simplement une prise de conscience. Qu'est-ce que je fais au quotidien ? C'est prendre des pauses, avoir une méthodologie, déconnecter, parce qu'on a besoin, comme les gosses, on a besoin de rêver, on a besoin de moments où on s'ennuie, on a besoin notre cerveau, il a besoin de regarder un arbre ou des voitures qui passent ou que sais-je. On n'est pas obligé d'être performant et c'est impossible, on n'est pas des robots. Ça, je l'ai compris il y a pas longtemps, mais c'est vraiment ça. Et le why, c'est, j'essaye de transmettre avec beaucoup d'humilité, ce qui, moi, me fait être une femme debout aujourd'hui. C'est plutôt joli, dis donc. J'allais dire plus sympa. Oui. C'est un peu, je pense c'est ma maman qui parlait de ça. C'est une sculpture de Giacometti, le sculpteur, j'aime beaucoup. Et du coup, il y en a une, je crois, c'est l'homme debout, l'homme qui marche ou l'homme debout, j'ai un doute. Et c'est un petit peu ça. À un moment, moi, je me suis sentie complètement à plat, usée, brûlée. Et qu'est-ce qui fait qu'on se relève, qu'on a de nouveau l'envie d'être, de faire, de respirer, de manger, de se relever et de retrouver un sens. Voilà. Et c'est peut-être ça. C'est Là, c'est des choses qui m'ont fait du bien à moi. C'est aujourd'hui comment je peux les transmettre et que les personnes en face les fassent leurs, c'est-à-dire se les approprient. Hein, voilà. Et voilà, un petit peu, c'est peut-être faire ma petite goutte d'eau du colibri. Je prends toujours cette métaphore et cette histoire de Pierre Rabhi, mais c'est un petit peu ça. Moi, c'est un petit peu mon grain de sable sous la pyramide. Ou dessous. Quelque part, caché. Quelque part. C'est un petit peu ça. Et aussi, pouvoir poser. Je vais faire une digression, mais aussi c'est important, je pense. C'est ça, Léa. Ton accompagnement le fait. C'est pouvoir poser exactement ses besoins. Ça, c'est important. Que ce soit financier, que ce soit patrimoniaux, que ce soit alimentaire. Quel est le besoin aussi, voilà, en face. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vivre sereinement de mon activité. Ça, je pense que c'est important. Ah c'est clairement important, Et je vois, quand je te pose la question de ton pourquoi, tu es capable de répondre. Alors même si tu te poses la question et que tu t'interroges sur la réponse, finalement tu l'as et elle est assez ancrée en toi depuis le temps aussi que tu fais ça. Oui. Quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui nous écoutent, à des entrepreneurs du bien-être, donc des praticiens, des coachs, parce que on n'a pas parlé de ce mot-là, mais tu pourrais peut-être me dire, voilà. Mais quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils trouvent leur vrai pourquoi ? On se reconvertit pas à donner aux autres comme ça. Ça demande quand même du travail. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, pour moi, j'en suis au tout début, tu vois, parce que là, 2023, je m'associe avec quelqu'un, je deviens formatrice pour plusieurs centres de formation, tu vois, donc c'est j'allais dire une souplesse mentale, vraiment, c'est ce côté caméléon, je m'adapte vraiment
Exemple, confinement, et ben j'ai tout basculé en distanciel, mais du jour au lendemain. Voilà, c'est cette capacité de s'adapter. Et pour revenir à ta question, déjà, mais si c'est pas déjà fait, c'est poser un SWOT, c'est-à-dire vraiment poser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de son projet. Mais vraiment, c'est-à-dire pas forcément se faire de cadeaux. Vraiment, ça, je pense que moi, j'ai toujours mon SWOT qui évolue, mais je pense que c'est important. C'est un outil qui m'aide énormément. Et comment trouver son why? Quand je doute, parce que clairement, des fois, je doute sur des mois où je fais un peu moins de chiffres, où j'ai un contrat qui s'arrête, voilà, récurrent, etc. Eh bien, il y a toujours une séance, que ce soit en distanciel ou en présentiel, où à un moment, tu sais, t'es là et à la fin de l'atelier de la formation, tu sens, que c'est juste, que ça vibre juste, que ça, tu sais, si ça pouvait être moi je suis pas musicienne, j'aime la musique, mais que ça, comme si l'accord était juste là où il fallait. Eh bien, le why, il est peut-être juste c'est à ce moment-là, je suis au bon endroit. Ça, en, je, je suis une formation pour devenir psychologue du travail. Tu sauras tout. Et bien, du coup, c'est tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, on appelle ça le cœur chaud. Voilà. Et c'est un petit peu ça. C'est à quel moment j'ai mon cœur qui est chaud, à quel moment c'est waouh, c'est là, c'est exactement là. Et c'est peut-être relever ce petit moment de justesse et peut-être se le noter dans un petit calepin quelque chose et voir à quel moment il se répète. Et peut-être on va arriver au fur et à mesure à trouver son pourquoi. Parce que si ça vibre, si on sent, même en sachant pas l'expliquer, c'est pas, à la rigueur, je pense que c'est pas très important, peut-être qu'on est au bon endroit, en tout cas. Alors, ça va être bizarre comme question, mais pourquoi trouver son pourquoi quand on se lance dans le bien-être? Alors oui, ma question est très bizarre, hein. Pourquoi Non, trouver non, mais son si, non, pourquoi? mais tu me titilles, et c'est bien, parce que ça me fait cogiter. Pourquoi trouver son pourquoi? Et ben justement, quand ça vacille. Quand ça vacille, quand c'est compliqué, quand je fais moins de chiffres, quand je me prends je me prends forcément parce que je ne faut pas croire que ce soit tout rose. Moi, je fais énormément de B2B et de formation. Je pense à une formation pour du, pour du top management sur la déconnexion digitale, obligatoire par l'entreprise. Et je ne savais pas qu'ils étaient obligés d'assister à mes formations. Hein. On m'a appris ça le matin même. Donc, si vous voulez, j'étais pas forcément très très bien accueillie. C'est à quel je serre un peu les fesses, je vais y aller un peu cash et j'y vais. Et oui, je dois leur apporter quelque chose, une compréhension. Et là, le why, il est important. Pourquoi je fais ça? Parce que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai assisté à des formations en tant que manager dont je n'avais rien à faire et que je comprenais pas. Autant leur faire passer un bon moment, leur dire que finalement, je suis pas là pour les juger, je suis pas là pour leur ennemi. Et le why, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà été à leur place et j'ai pas eu forcément quelqu'un qui m'a souri, qui m'a fait une petite blague en face. Moi, j'utilise beaucoup l'humour, en tout cas, pour dédramatiser les choses, même dans des situations un peu compliquées. Et j'aurais peut-être aimé avoir une Lara, c'était très présomptueux, très égotique, mais avoir une Lara qui, finalement, me dise vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit vous avez envoyé des mails à 2 heures du mat à vos collaborateurs. Oui, mais c'est parce que vous, c'était trop. Vous n'y arriviez pas. C'était trop. Mais si déjà, vous managez comme ça, c'est peut-être déjà, est-ce que moi je vais bien aujourd'hui? Comment je peux faire pour pas avoir à envoyer des mails à 2 heures du mat? Ok, c'est une faute pro, mais qu'est-ce qu'on essaye de gratter, voilà, et de pas être dans l'accusation. Donc je pense que le why en tant que thérapeute, ou professionnel du bien-être ou de la santé, c'est important d'avoir cette base parce que c'est comme un ancrage, c'est comme le chakra racine en yoga, c'est vraiment le truc qui me permet de rester solide même dans la tempête. Je peux avoir des branches qui vont être coupées par plein de tempêtes, voilà, avoir moins de rentrée d'argent, moins de reconnaissance ou des reconnaissances, j'allais dire clients durs ou pas à la hauteur pour la personne, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va faire que je vais rester ou que je vais supporter la tempête? Et c'est mon why, comme un peu mes racines. Voilà. C'est hyper bien dit. Et merci parce que ça me sert aussi à moi, tu vois, tout ce que tu me dis. C'est vrai comme que ça. non, mais c'est vrai parce que je suis au même titre que toi entrepreneur du bien-être et dans les moments de tempête, de doute où effectivement ça va un peu moins bien ou en tout cas ça roule pas comme espéré, c'est la vision, c'est le pourquoi tu fais ce métier qui te tient.
Sinon, autant tout arrêter, procrastiner et puis jamais aller au bout. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Plusieurs. Plusieurs. Je suis mariée avec un ultra-marathonien et un marathonien. Mon mari, qui fait, les Physique. trails, les trucs, les machins, qui grimpent des montagnes, des trucs, des dénivelés plus, ça non plus. Bref, on va en vomir, je les récupère à la fin. Mais donc je pense, oui, que c'est plusieurs marathons et oui, il faut se garder un petit peu d'énergie sous le coude. Je pense. Et je repensais à ce que tu disais et aussi ne pas avoir peur de se confronter au feedback, au retour. Je pense, après, moi, je parle du B2B, mais B2C aussi, ne serait-ce que d'envoyer des enquêtes ou des choses comme ça sous forme de Typeform ou pour avoir des retours anonymes, pour savoir si on met le curseur au bon endroit. Parce que c'est un métier assez solitaire, je pense. Moi, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans. Et du coup, je crois en tout cas que c'est un métier assez solitaire et on peut s'épuiser facilement. Peut-être que des fois, on met pas forcément le curseur au bon endroit. Et je pense que c'est important d'avoir des retours qui soient positifs ou, on va dire, dans l'amélioration, nous invitant à l'amélioration. Et il y a toujours un monsieur ou madame grincheux. Hein. Donc, c'est OK. On peut pas plaire à tout le monde de manière globale. Voilà, votre pull ne va pas plaire la couleur à la personne en face, c'est pas vous, hein. Mais on repart sur les accords Toltec, ne jamais en faire une affaire personnelle, ne jamais rien prendre personnellement. Ouais, mais ça c'est, moi ils sont sur mon téléphone en fond d'écran, voilà, et sur le frigo. Mais oui, c'est, je pense que c'est, enfin en tout cas le why, je vois ça comme des racines et quelque chose, voilà. Ouais, qui nous maintient, que même dans les tempêtes, les ouragans, les tsunamis. Est-ce que tu aurais des conseils supplémentaires à donner à, si t'en as, qui te viennent comme ça pour trouver ton why? Que tu débutes ou pas, hein, ton activité de bien-être. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à transmettre? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? C'est facile, hein, ou pas? Ou pas? Voilà. Et quand on est en burn-out, c'est peut-être juste aller promener le chien, hein. Voilà, Ouais, c'est pas mal. clair. Ou aller se promener soi, ou prendre une douche, hein. Voilà, étant passé, voilà, j'entends. Des conseils pour trouver son why, ou non, des conseils en général? Des conseils pour trouver son pourquoi, ouais. Peut-être s'entourer, échanger, ne pas rester seul, que ce soit avoir un réseau, je parle perso, d'avoir moi j'ai pas beaucoup, mes amis, mon réseau c'est autre chose, mais mes amis se comptent sur les doigts de la main. C'est vraiment sur les doigts de la main. Mais oui, avoir aussi un réseau pro avec qui échanger, que ce soit dans votre secteur de métier ou pas. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Quelqu'un à qui vous pouvez appeler en lui disant mais j'ai envie d'envoyer tout valser. Ça va pas du tout, c'est la catastrophe. J'arrête, voilà. Mais voilà, quelqu'un qui est en capacité d'entendre ça et ne serait-ce que de vous écouter, voilà. Prendre du temps pour soi, pour se recharger. C'est facile à dire, mais oui. Clairement, moi, c'est balade en forêt et avoir une activité cardio. Moi, j'ai besoin de décharger complètement. Donc c'est quelque chose qui me fait énormément transpirer un peu, faire du HIIT, quelque chose. Voilà. L'entourage pro, je pense, c'est surtout quand on est profession indépendante, entrepreneur individuel, il est hyper important. Hyper important. Et se constituer un réseau. Réseau prescripteur, je crois qu'on dit ça comme ça. Tu es beaucoup plus calée que moi là-dessus. Mais oui, je crois réseau prescripteur. Et puis, c'est mon mari qui j'aime bien cette métaphore. Après, il me dit, ça fait la boule de neige. C'est qui dévale la colline, qui vient tout attraper. Un petit peu. Voilà. Et les choses, ou le côté aimant, mais c'est un petit peu ça. Et quand il y a des portes qui se ferment, on a beau les enfoncer, envoyer 100 000 mails, ça s'ouvre pas. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et en fait, on n'a pas vu qu'on avait reçu un mail et que finalement, là, c'était un super projet. Moi, ça m'arrive régulièrement. Donc, j'essaye de... Merci beaucoup, Lara, pour tous ces conseils. Est-ce que tu as des lectures, des podcasts, des choses qui toi, t'inspirent, te stimulent, te donnent des conseils pour toujours aller plus loin dans ta vie d'entrepreneur? Alors en podcast et surtout newsletter, c'est Pauline Léniaud
la fondatrice Oui. de Gemio, que je suis depuis tous ses débuts. Je trouve que ses conseils sont très accessibles et de bonnes, j'ai envie de dire très intéressants. Même si c'est un autre secteur, je pense que sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez, Ah, je de suis très d'accord avec toi. intéressant. Ouais. Et puis Ouais. elle répond en plus. Elle Oui, répond. elle répond. Elle répond. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comme podcast. Après, il y a énormément de choses qui se font. Moi, c'est vraiment, j'ai pas envie de m'éparpiller. Je m'éparpille facilement. Je trouve que c'est assez intéressant, ça. Comme entrepreneuse que je suis, c'est celle qui a écrit la préface de mon premier livre. C'est Inès Léonard-Duzy, la CEO de Digital for the Planet, qui travaille dans l'art maintenant. Et je trouve qu'il y a une approche de slasheuse. Voilà. Là, à la fois, elle dirige une galerie d'art en ligne. Elle a créé une ONG pour réduire la pollution numérique et elle collabore avec plusieurs ministères, voilà, et pouvoirs publics du monde entier. Donc, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et cette facilité qu'elle a à slasher justement d'une casquette à l'autre, je trouve ça très, très inspirant. Comme livre, les miens. T'es pas obligé de tout dire, hein, tu sais. Non, mais les deux miens, enfin, voilà. Et puis, non, comme en tant qu'entrepreneuse, ah si, il y a une revue que j'aime beaucoup, Cerveau et Psycho. Voilà, je collabore pas avec eux, mais je trouve qu'il y a des articles très très intéressants sur notre façon de fonctionner. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et donc humain, hein, quand même, la base, assez intéressant. Donc voilà, mes recommandations. Trop cool, trop cool. Je connais la plupart des références que tu as données. Je vous remettrai toutes les références de toute façon dans la description de l'épisode. Alors moi, j'ai une toute dernière question à te poser, Lara. C'est quoi pour toi être un entrepreneur ou une entrepreneur du bien-être? Être un entrepreneur du bien-être, eh bien déjà, c'est qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Quel moment ça vibre à l'intérieur où j'ai ce cœur chaud? C'est-à-dire que je suis au bon endroit pour moi. C'est peut-être ne pas tomber dans cette posture de sauveur ou de sauveuse. Ouais, ça c'est la posture professionnelle. J'insiste beaucoup parce que je vois énormément de choses passer et je rencontre beaucoup de monde. Mais peut-être juste être en capacité d'avoir l'humilité de dire je transmets des outils ou un accompagnement à un instant T, mais la personne reste autonome. Donc rester vraiment dans une posture et une déontologie. J'insiste, ouais, sur la déontologie. Et c'est peut-être, pour finir, à faire sa goutte d'eau du colibri. C'est vraiment venir déposer sa goutte d'eau. Pierre Rabhi, il était en Ardèche, donc c'est de cœur, parce que ma maman est ardéchoise. Mais oui, c'est venir en fait déposer sa goutte d'eau du colibri sur un incendie de forêt. Oui, c'est peut-être ça. En tout cas, actuellement, je pense que ça a pleinement son sens avec la souffrance mentale au travail. Et vu le contexte qu'on traverse, je pense que ça a encore plus de sens. Merci beaucoup pour ces mots, Lara. Je suis persuadée que tu vas en inspirer plus d'un et plus d'une avec ce témoignage. Vraiment, 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 je te le dis. Un grand, grand merci d'avoir été avec moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lara? Alors, on peut me retrouver sur... allez, je vais commencer par la presse papier. J'écris la chronique yoga pour Méditation Magazine, bimensuelle en kiosque. Pour Esprit Yoga Magazine, j'écris leur page Yoga Taf, tous les outils du yoga adaptés au travail. Vous pouvez me retrouver dans le livre La boîte à outils de la relaxation et la boîte à outils Express, donc les deux livres, et également sur plusieurs applications. Je vais pas forcément toutes les citer, mais les principales: Namastrip Online, Myriad sur la santé mentale, New Decker, Be Lively, trois petits points, trois petits points, et on va dire principalement en atelier, formation, en entreprise. Voilà. Et sur tes réseaux aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, pardon. Moi, j'étais déjà dans le faire, tu vois, dans le déploiement. Oui. Alors, et sur mes réseaux sociaux, du coup, sur Instagram, c'est Lara Happy Yoga où je partage à la fois le pro et le perso. Et du coup, avec la société qu'on est en train de créer avec mon associé, RH au yoga, j'ai envie de dire comme ça s'écrit comme ça se prononce, RH Yoga. Donc voilà, où on déploie la yoga thérapie au travail. Donc tous les outils du yoga avec le docteur Lionel Coudron. Donc une belle aventure qui se profile pour 2023.
Trop cool. Encore plein de projets. J'ai trop hâte de connaître la suite. Et dans quelques années, du coup, psychologue du travail, puisque j'ai entamé, voilà, avec le CNAM, ce parcours. Du coup, après avoir passé mon brevet de secourisme au premier secours en santé mentale, et j'étais bénévole pour deux grosses assos, que ce soit la Maison Perchée pour les personnes borderline et bipolaires, et Positive Minders, qui est une association qui dépend de Polytechnique Lausanne, du coup en Suisse. J'ai envie de pouvoir m'outiller, en tout cas, pour pouvoir apporter le plus d'outils. C'est un peu redondant, mais c'est ça, le plus d'outils, en tout cas, pour la santé et la prévention au travail. Trop cool. Merci pour ce que tu fais, Lara, pour tous ces gens et ces hommes et ces femmes qui effectivement, que ce soit au travail ou dans les magazines, d'ailleurs, aussi. je suis toujours très, ça me rend le cœur chaud. Justement, moi, c'est à ce moment-là que je sais que je suis, en tout cas, la justesse, c'est quand, sur une entreprise où voilà, je les connais pas, où je fais un one shot, une session, et où derrière, sur le chat, j'ai plein de cœurs. Je me dis, OK, ça fait, tu vois, c'est le cœur chaud, et bon, les retours sont pas forcément aussi, je vais dire, en cœur à chaque fois, mais c'est un petit peu ça. Donc, ouais. Merci à toi pour ta confiance. Un grand cœur de loin et gratitude de loin aussi. Je t'envoie plein d'énergie positive pour la suite de tes projets. Merci et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!